Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais vous raconter un peu comment j'en suis arrivé là. Moi à la base quand j'étais petit je voulais être inventeur. Ça c'est un plan que j'ai retrouvé dans ma chambre, c'est une baignoire à recycler l'eau. L'idée c'était de pouvoir toujours utiliser la même quantité d'eau en la filtrant et donc jamais en gaspiller. Et puis en grandissant on m'a dit non mais inventeur c'est pas un vrai métier, faut que tu fasses ingénieur. Et ça me plaisait pas vraiment parce que je voyais, j'avais cette image d'une personne derrière un ordinateur dans un bureau toute la journée. J'avais besoin d'un peu plus d'explorer le monde, d'aventure. Et donc j'ai rejoint la marine marchande, l'école de la marine marchande. Ça fait 10 ans maintenant, pour devenir officier sur des navires de commerce. Donc j'ai navigué sur des cargos, ça c'était un de mes premiers cars sur un ferry à la Brittany Ferries. Et donc j'avais cette soif d'explorer, mais finalement c'était pas encore assez, puisque sur ces gros cargos, c'est plus trop l'image qu'on en a, on reste quand même à suivre une ligne rouge et à pousser de l'eau quelque part. Et donc j'ai commencé à rejoindre des projets, à monter des projets, à commencer finalement à découvrir l'entrepreneuriat. Et j'ai rejoint en 2016 un projet qui s'appelle Nomades des mers. C'était une expédition, un ingénieur un peu fou qui avait décidé de travailler sur les low-tech. Alors que tout le monde réfléchissait au high-tech, à comment est-ce qu'on complexifie encore plus, comment est-ce qu'on rajoute encore plus de capteurs pour faire des objets très complexes. Lui s'est dit on va prendre le contre-pied, on va essayer de faire mieux avec moins, utiliser le moins de ressources possible et répondre à des enjeux de base, l'accès à l'eau, à l'énergie, à la nourriture, pour le plus grand nombre. Donc j'ai rejoint ce bateau, c'était un peu une sorte d'arche de Noé, il y avait un poulailler à l'arrière, on avait une culture de salade en hydroponie, on avait de la spiruline, on avait des pleurotes qui poussaient dans la coque bâbord. Et tout ça donc, dans l'idée de pouvoir le partager au monde entier, donc sur un tour du monde. Et moi je l'ai rejoint, j'ai fait Maroc-Sénégal, et je suis arrivé à Dakar, et j'ai pris un peu de plein fouet la pollution plastique, parce qu'effectivement, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, mais on ne voit pas beaucoup de plastique en mer. Il coule, donc on ne voit pas grand-chose à la surface. Mais quand on fait escale à Dakar et qu'on voit ces plages recouvertes de plastique, bah, ça fait quelque chose. Mais en même temps, j'avais plein d'espoir parce qu'en me baladant dans la ville, je me suis rendu compte qu'il y avait une ingéniosité qui était incroyable. On peut à Dakar recycler à peu près n'importe quoi. Sénégal, c'est quand même le pays de la récup. On peut à chaque coin de rue transformer des canettes d'alu pour en faire des casseroles. On peut travailler le bois, l'acier, mais pas le plastique. Aujourd'hui, le plastique, il est laissé, il n'a pas de valeur, on ne sait pas le transformer. Et ça a été un peu le point de départ, c'est cette fusion entre toute l'approche de la low-tech qu'avait Corentin, de l'open source, partager la connaissance, et puis ce problème qui était là, qui était criant, il fallait trouver une solution. Et donc, on l'a dit tout à l'heure, cette pollution plastique, elle est assez invisible, mais pourtant on en met énormément dans l'océan. On met quasiment 20 tonnes de plastique toutes les minutes, à l'échelle du monde. Et pourtant, à la surface des océans, on ne retrouve rien. Alors, on a tous entendu parler du 7e continent de plastique, et on a tous vu plein de photos de déchets qui flottent. Et donc on se dit, bon, la pollution plastique, c'est une histoire de collecte avec des bateaux en mer. Pas uniquement. On a vu Gunther tout à l'heure qui travaillait sur des solutions pour ramasser les nanoparticules. Mais en réalité, le problème est grand. Pourquoi? Parce que la majorité coule et tapisse les fonds marins. Ça, c'est une photo du 7e continent. C'est Ben Lecomte qui nage, un nageur qui nage à l'intérieur du 7e continent. Donc on voit bien que c'est juste une zone avec plein de petites microparticules, mais qui ne représente pas une grande quantité. Si on ramasse la totalité du 7e continent, on a la même chose, la même quantité que ce qui se déverse tous les 3 jours dans l'océan. Donc le problème de la pollution plastique est un peu plus complexe que d'aller ramasser le plastique en mer, même s'il faut le faire. Pareil, on entend beaucoup dire le plastique, la pollution de l'océan, c'est les rivières. Il faut fermer 10 fleuves et on a résolu le problème. Là, pareil, c'est pas aussi simple. En réalité, les 10 plus grands fleuves sont à l'origine de 1% de la pollution de l'océan. Alors, d'où il vient ce plastique? Ce plastique, il vient des villes, des endroits où on consomme du plastique, mais où on n'a pas d'infrastructure pour gérer les déchets. Des pays à bas et moyens revenus, principalement en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. Vous voyez en jaune sur la carte, c'est des endroits où on n'a pas accès finalement aux infrastructures de recyclage et où les déchets s'accumulent. En plus de ça, on envoie, nous, États-Unis, Europe, des pays les plus riches, on envoie une partie de nos déchets pour être mis, on va dire, en décharge dans ces pays.
Ce qui fait qu'on se retrouve avec des situations assez incroyables. Ça, c'est au Liban, à Beyrouth, des montagnes de déchets. On imagine bien qu'au premier coup de vent, tout ça, ça termine dans l'océan. Donc la source de la pollution plastique, finalement, elle est là. Elle est dans les villes qui n'ont pas accès au recyclage, qui croulent sous les déchets. Et pourtant, ce plastique, c'est quand même un matériau assez précieux, puisqu'on peut en faire pas mal de choses. On peut en refaire des matériaux de construction. Ça, c'est une maison qui a été faite à partir de plastique recyclé. Mais on peut aussi en faire du carburant. Quand on ne peut pas le recycler, on peut transformer 1 kg de plastique pour refaire 1 litre de diesel et d'essence. Le problème, ça existe, on sait recycler le plastique depuis longtemps, mais c'est des solutions qui coûtent très cher, qui demandent beaucoup d'investissement, des grosses usines, et donc qui ne sont pas accessibles dans des endroits où on en aurait vraiment besoin. Donc ça fait 5 ans, avec mon équipe, qu'on réfléchit à la meilleure manière de rendre accessible le recyclage dans des pays en Asie, en Afrique, qui n'ont pas accès aujourd'hui. Et donc on a développé des technologies qui sont simples à construire avec des outils qu'on trouve partout, un poste à souder, une perceuse, une disqueuse, qui ne coûtent pas cher forcément, qui demandent peu d'investissement, et surtout qui sont open source. Ça veut dire que chacun peut prendre les plans, les copier, les répliquer sur place, et donc les réparer aussi, et les adapter si besoin. On a développé comme ça une dizaine de machines. On s'est beaucoup inspiré de ce qui existait déjà, parce qu'il y a déjà des initiatives, notamment au Caire. Il y a 70 000 personnes qui vivent du recyclage à petite échelle et qui utilisent des technologies comme ça. Un broyeur, une extrudeuse qui permettent de transformer les plastiques pour en faire quelque chose de valeur. Je vais vous donner 2-3 exemples. Ziad, au Liban, lui, il prend les déchets des municipalités, de villes de 10 000 habitants à peu près, et il transforme les poubelles pour en faire de la nourriture. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il recycle le plastique pour faire des potagers verticaux. Les biodéchets, il en fait du compost. Il met le compost dans les potagers et il fait pousser des salades. Ça, c'est un modèle économique qui fonctionne super bien. Il y a une dizaine d'entreprises au Liban. On a un peu sur le même exemple Laure Naruto au Kenya qui, elle a remarqué que les poteaux de signalisation étaient volés pour être revendus à la ferraille. Et du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle transforme les déchets pour faire des poteaux de signalisation, et donc ça résout deux problèmes. Pareil, encore un autre modèle économique qui existe aujourd'hui, c'est Ecocarré au Burkina Faso, qui eux ont remarqué que les toits des maisons étaient en tôle ondulée, n'isolent pas de la chaleur, et que si on remplaçait les toits en tôle par du plastique recyclé, des tuiles en plastique recyclé, pareil, on arrivait à résoudre un problème. Toutes ces solutions, elles existent, on s'est dit, il faut aller les partager dans le monde. Donc, il faut les faire connaître, aller les diffuser dans les pays pour qu'elles soient répliquées un maximum. Et donc, on a eu l'idée d'une expédition, d'un bateau qui est un peu la partie médiatique, la partie qui va communiquer, qui va faire connaître ces solutions-là. Et on a commencé en 2018 par construire un catamaran qui faisait 6 mètres. Alors, on ne va pas aller bien loin avec ça, vous m'accorderez. Qui embarquait un premier petit prototype qui faisait du carburant avec le plastique. L'idée, c'était vraiment de marquer les esprits, c'était de montrer qu'on était capable de mettre des déchets dans le réservoir et de faire avancer le bateau, un peu comme dans Retour vers le futur avec la DeLorean, pour ceux qui se rappellent. Et donc, on a fait le tour de France avec ce bateau en 2018. On a même fini sur le toit des Galeries Lafayette, ce qui était un peu une première. Personne n'avait jamais osé mettre un bateau sur le toit des Galeries Lafayette. Et donc, tout ça, ça nous a permis de franchir, de gagner un peu en crédibilité, de trouver des partenaires pour construire le projet comme on l'avait imaginé à la base, embarquer toutes les technologies. On a quasiment 10 tonnes de machines, donc il faut un plus gros bateau. Et on a acheté ce bateau qui est un ancien navire de recherche océanographique qui fait 40 mètres, qui peut embarquer 20 personnes à bord. On l'a transformé pour avoir 200 mètres carrés d'atelier du recyclage à l'arrière, avec un broyeur, l'extrudeuse, toutes les technologies pour en faire un vrai laboratoire du recyclage. Et ce bateau, l'objectif, c'est de partir assez prochainement de Marseille pour aller faire 3 ans d'expédition en faisant escale dans les pays les plus touchés par la pollution, pour aller à la fois démontrer tout ce qui se passe, tout ce qui est possible de faire venir des investisseurs locaux, des entrepreneurs, des décideurs politiques, pour les convaincre de répliquer ces solutions, mais aussi se servir du bateau pour innover, expérimenter et développer des nouveaux business du recyclage. Est-ce qu'on fait des tuiles? Est-ce qu'on fait des potagers? Forcément, ça dépend de chaque pays, de chaque besoin. Et ça, il faut le faire avec des entrepreneurs locaux. Donc on se sert du bateau comme une résidence où on accueille des entrepreneurs pour les former et inventer des nouveaux modèles économiques. L'objectif, c'est qu'avec
ce bateau qui fait la promotion des technologies et la recherche, on est aussi à côté une équipe qui accompagne la création de projets, la création d'entreprises sur le terrain. On a déjà 2 projets au Cap-Vert et au Sénégal. Et notre objectif, c'est comme ça, dans les 5 ans d'expédition, en parallèle, réussir à monter une vingtaine de centres pour traiter 200 000 tonnes de déchets. Mais bien sûr, avec cette logique de dire que si on partage en open source, on peut créer un mouvement viral. Et donc, cette action, elle peut être démultipliée, elle peut nous échapper, et l'impact peut être beaucoup plus grand. Aujourd'hui, le projet il est financé principalement dans un premier temps par des sponsors, puisque le modèle économique, c'est quand même de faire d'abord de l'impact au maximum, de l'open source. C'est un projet à 10 millions d'euros, on a trouvé à peu près 70% du budget. Et le départ devrait approcher d'ici quelques mois, avec cet objectif derrière de répliquer ces centres de recyclage, d'avoir un modèle un peu plus classique d'apport d'affaires ou d'expertise technique. Et donc, l'idée de tout ça, souvent on me dit mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne fais pas un modèle classique finalement? Pourquoi est-ce que tu ne poses pas des brevets pour vendre des machines? Ce serait quand même plus simple plutôt que d'essayer de le faire gratuitement entre guillemets. Et souvent, je repense un peu à cette histoire et je voulais finir là-dessus parce que je trouvais que ça illustrait bien cette journée. C'est l'histoire des crapauds fous. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. C'est pas de moi, mais je trouve qu'elle parle bien du sujet. En fait, elle dit que les crapauds, tous les ans, migrent d'un point A à un point B. Et en se déplaçant, parfois, ils rencontrent une route et ils sont écrasés. Sauf quelques crapauds fous, on ne sait pas pourquoi, ils ont décidé de prendre un chemin opposé alors que clairement c'était par là, tout le monde allait par là. Et ils sont tombés sur les crapauducs, qui sont ces tunnels qui sont construits pour faire passer les crapauds sur les routes. Et donc éviter qu'ils se fassent écraser. Et finalement, ces crapauds fous permettent de sauver l'espèce en empruntant des chemins, en sortant des sentiers battus. Et donc je voulais conclure comme ça en vous invitant à devenir tous des crapauds fous. Merci.